Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on traite enfin de cette vidéo que je vous avais dit alors qu'il y a la vidéo maintenant du fameux lézard anolis qui est sorti, qui au moment où, là où je vous parle est sûrement sorti. C'est une vidéo très particulière pour moi aujourd'hui vu que c'est sur un peu mon sujet en ce moment même. Et donc aujourd'hui on va parler d'un animal qui est à la fois problématique et aussi très savoureux pour certains parce que ça se mange. Donc aujourd'hui, on parle du sanglier. Allez, c'est parti pour la partie épigénétique. Bien, notre cher ami sanglier d'Europe qui cause à la fois des problèmes et qui est à la fois en plein questionnement. Le sanglier d'Europe, aussi nommé Sus scrofa, de son nom scientifique. Il faut savoir d'abord qu'il fait partie du règne des Animalae, donc tout simplement des animaux, et que c'est un mammifère. C'est-à-dire qu'il sort les petits de manière directement, en fait, il sort les marcassins quand ils sont nés directement sous ce format. D'autre part, il fait aussi partie des ongulés, il fait partie des ongulés sauvages, donc de France, classé avec le chamois, tout animal en fait qui marche sur les ongles, parce qu'un ongulé ça marche sur les ongles, donc on ne marche pas sur les ongles. Détail hyper important. D'autre part, notre cher ami Sus scrofa fait partie de la famille des Suidae, ça veut dire tout ce qui est porc domestique, porc, cochon, et aussi donc lui-même le sanglier d'Europe. Maintenant, on va faire un petit point rapide sur la taille et le poids de l'espèce avant de enchaîner avec un peu plus d'informations sur son alimentation. Allez, go, on perd pas de temps. Bien, pour la taille et le poids de notre petite bête, qui n'est pas si petite que ça, parce qu'un sanglier ça fait entre 140 et 165 cm selon les sources les plus probables, et c'est du moins les chiffres qui en ressortent le plus, ainsi que 100 à 110 kg pour les sangliers. Pour ce qui est des laits, donc la femelle du sanglier, elle fait entre 70 et 80 kg pour une taille de 125 à 145 cm. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître notre ami le sanglier, et aussi l'alimentation à un moment donné va venir en jeu. Ne vous en faites pas, je ne vous fais que désirer de savoir ce que mange Sus scrofa. Bien, comment est-ce qu'on reconnaît un sanglier ou une laie? Alors c'est pas bien compliqué, souvent les gens quand vous les interrogez ils disent que c'est un gros chien. De mon côté, c'est plus, voilà, vous avez un gros corps massif très brun, roux, un peu comme des feuilles d'automne qui tombent, avec une tête bien plate, bien forte, très rapprochée en fait à la démarcation corps-tête, et un corps quand même qui est très très massif. Un sanglier, vous allez voir un sanglier, je vous assure, les gens quand ils voient un sanglier, il y a certains qui disent on a eu peur, ça nous a choqués, c'était quoi cet animal? Il y en a, voilà, il y a certains témoignages que moi je recueille qui, voilà, font remarquer ce côté-là. Donc ce côté, waouh, attention, cette bête était énorme, qu'est-ce que ça foutait là? J'étais pas prêt de voir ça. Et donc ça, c'est pour nos sangliers, donc souvent accompagné aussi, si vous regardez bien, voilà, des canines développées sur les côtés, si vous vous rapprochez, ce que je ne vous conseille pas forcément de faire. Il y a un petit point en plus pour ce qui est des marcassins, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec un groupement de sangliers, avec donc une laie, donc qui va ressembler un peu au sanglier au niveau de la fourrure, du poids, un peu moins de poids, il y a un léger quand même dysmorphisme, mais pareil au niveau des poils. Mais par contre, les marcassins, donc si vous voyez une laie avec les marcassins, ne vous approchez pas trop, c'est un conseil d'amis. Vraiment, si vous voyez cette vidéo, ne faites pas ce genre de truc, c'est très risqué. Les marcassins, eux, vont avoir un pelage où il va y avoir justement un peu de marron, un peu de ce couleur jaune orangé, qui vont être très démarqués, ce qui fait qu'on reconnaît très bien un marcassin. Et il y a un stade au bout de 6 mois où le sanglier atteint une forme qu'on appelle la bête rousse. C'est un peu l'évolution juste avant le passage à ce qu'on nomme un sanglier ou une laie. Voilà, maintenant on passe au point de là où vit notre cher ami sanglier, évidemment.
Notre cher Susecrofa, qui s'en va et qui se balade à peu près ainsi tout le temps à son niveau, il vit donc sur plusieurs continents. C'est-à-dire qu'il vit sur énormément, soit de continents. Si on prend la carte qui va être affichée, vous pouvez voir qu'on le retrouve en Eurasie, qu'on le trouve aussi dans 6 pays d'Afrique, ça veut dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte et le Soudan. Donc ça, c'est pour les pays dans lesquels il est originaire, c'est-à-dire là où l'espèce était initialement. Mais évidemment, pour ceux qui sont renseignés un peu, nous, humains, on a beaucoup circulé, on a beaucoup tendance à voyager à droite à gauche. Donc qu'est-ce qui se passe vu qu'on a tendance à voyager à droite à gauche? Eh ben tout simplement, il a fait des petits voyages avec nous, lui, aussi. C'est pour ça qu'il est parti au Brésil, en Australie, et même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous imaginez, genre vraiment le sanglier qui a pris qui s'est retrouvé dans un petit bateau et qui a fait « Oh, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, waouh !» Et ben voilà, littéralement, c'est ce qui s'est passé. Et donc maintenant, on va enfin traiter de ce qui mange, évidemment. Hein, vous l'attendiez tous, de quoi il bouffe, qu'est-ce qu'il bouffe, parce qu'ensuite ça rejoint une grosse problématique derrière. Donc on atteint le point bouffe. Profitez pour prendre un paquet d'M&M's. Là, on va rentrer, c'est un petit teaser pour la partie qui est de la problématique de l'espèce, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une espèce qui est classée sur la liste rouge des espèces, enfin c'est sur le niveau 3 des espèces occasionnant des dégâts en France, c'est-à-dire qu'elle est chassée, etc. Vous allez me dire pourquoi il est chassé pour la bouffe. Soyez patient, c'est tout ce que je peux vous dire, pour le coup. Eh bien, tout simplement, il faut savoir tout d'abord que notre cher ami sanglier, c'est un omnivore. Un omnivore, c'est-à-dire que quand tu es omnivore, tu manges de tout. Tu n'en as rien à faire, que ce soit de la viande, des céréales, du blé, des végétaux, tu prends. Tu prends, c'est pour ta nourriture, t'as que ça à faire, t'as faim. Et donc, c'est un omnivore opportuniste. C'est-à-dire que le sanglier, il va se nourrir de racines, de blé, de feuilles, de... Je vais pas vous faire tous les végétaux qu'on peut trouver et qu'il pourrait prendre, et surtout il a une attitude qui est le fouissage. C'est-à-dire que notre sanglier, quand il va aller chercher des racines ou des truffes par exemple en profondeur, il va retourner la terre. C'est-à-dire qu'il a souvent tendance à retourner son environnement. Vous verrez très bien, si je vous trouve et que je vous mets une image de fouissage, vous allez vous dire « Ah, mais en fait j'en vois assez souvent quand je vais en forêt ou n'importe où ou à certains endroits ». Vous en verrez, c'est des traces vraiment de retournement de terre avec la trace de la patte parfois ou pas, du sanglier. Ensuite, donc, il est aussi carnivore, mais carnivore de petits insectes, de petits trucs qu'il trouve un peu en retournant la terre et qui va manger aussi avec. Donc c'est une espèce qui est vraiment omnivore et donc aussi omnivore opportuniste dans le sens où il va aller chercher de la nourriture là où il peut et là où il en a besoin. Maintenant, on va voir là une partie avant de passer à la grosse problématique, le fameux point waouh, attention, problématique de l'espèce. On passe maintenant à son comportement et son reproduction. Alors, notre cher ami Suscrofa, il faut savoir donc que chez Suscrofa, l'espèce en soi, en général, chez les mâles, ils ont tendance à être très solitaires comparé aux laits qui parfois se baladent en groupe, mais surtout lorsqu'elles ont vécu une période de 116 jours, c'est-à-dire les laits sont en soi reproductibles à peu près toute l'année, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une période clé de reproduction qui a été démarquée aujourd'hui par la science en disant en cette période-là, plutôt ils se reproduisent. Du moins, la lait peut avoir des petits toute l'année, avec une période de 116 jours de gestation, mais elle peut en avoir toute l'année. Elle en a entre 5 à 6, encore ces stats peuvent évoluer au jour où je fais cette vidéo. Zoologiquement parlant, elles sont à ce niveau-là, mais une espèce comme l'humain ou autre, ça peut à tout moment se reproduire plus ou moins en fonction justement du risque ou pas. Donc pour le coup, vu que le sanglier est chassé, il y a plus de risques, donc 5 ou 6 petits marcassins, c'est pas si étonnant que ça. Ensuite vient la phase, évidemment, où on se dit « oui, d'accord, en effet ». Mais les marcassins, ils sont restés avec la mère, etc. Non, pas forcément. C'est-à-dire que
les marcassins mâles, du moins à partir de son 21e mois, il va décider de partir. Enfin, il va décider. Il va avoir envie d'explorer le monde. Alors que d'autre part, les laits, apparemment, selon les comportements ressortis de plusieurs sites que j'ai trouvés, on retrouve plus un croisement de ok, les laits restent entre elles, à part certaines laits qui vont partir sur d'autres espaces. Sachant que quand on regarde du moins géographiquement les comportements, là je me base sur l'étude qu'on est en train de mener en ce moment, les laits ne restent pas forcément entre elles. Elles ont vraiment leur territoire à proprement parler. Et en fait, c'est vraiment du partage territorial constamment. Hein, du moins selon les vues GPS qu'on a. Je rajoute ce point de vue-là, qui est qu'on a vraiment cette démarcation de t'as l'allée qui va avoir son territoire qui va se balader, le mâle qui va avoir son territoire plus ou moins large. En fait, ils sont un peu comme des chats, à vrai dire. Ils ont un peu tous leur territoire et ils se baladent un peu dans celui-ci avec leur zone de repos ou pas. Maintenant, il est temps de passer au point crucial, et je vais terminer la vidéo sur le point, waouh, attention, qui est pourquoi cette espèce pose problème. Le sanglier. Alors, il faut savoir que le sanglier, aujourd'hui, c'est une problématique plus ou moins présente en fonction des gens qu'on va voir, mais ça reste une problématique qui est existante quand on entend les villes et qu'on est dans certains de ces débats-là. Parce que ça cause tant des problèmes pour les chasseurs que pour les agriculteurs, que aussi pour les gens en général. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sangliers aujourd'hui qui sont cause par exemple d'accidents de la route. Ça veut dire que c'est là, du moins pour l'espèce, c'est la seconde cause de mort après la chasse, la route. C'est donc une espèce qui engendre et qui subit aussi beaucoup d'accidents de la route. N'oublions pas que ça se passe des deux côtés quand même. Et d'autre part, c'est aussi une espèce, donc, comme je vous l'ai dit, qui occasionne des dégâts. Donc il y a des dégâts routiers, il y a des dégâts où justement il y a des sociétés en fonction de si vous êtes assuré tout risque, vous allez pouvoir être remboursé du dégât du sanglier, mais si vous n'êtes pas assuré tout risque, vous êtes dans la merde à cause de cette problématique-là. Il faut savoir qu'aussi avec la réduction du territoire ou divers autres déplacements, le sanglier il se retrouve de plus en plus à aller chercher et à fouisser, comme je vous ai dit, il retourne la terre. Depuis 1986, aujourd'hui, c'est la société de chasse, donc des chasseurs français, qui rembourse en partie les dégâts causés sur les champs. Et ça reste problématique déjà parce que bon, c'est eux qui sont en charge, mais oui que les chasseurs sont déjà en charge de régulation de l'espèce, parfois ils se disent que c'est un coût en plus, ou pas, donc ça crée une autre problématique en plus pour eux. Et donc, cette espèce, elle est régulée. Donc, il y a des périodes de chasse qui ouvrent en fonction d'une certaine horaire, de l'espèce régulée et de la région. Voilà, comme je vous l'ai dit, vu qu'il est présent en France, il y a des variabilités. Évidemment, donc, il y a ce côté dégâts agricoles, il y a le côté dégâts de la route, il y a le côté aussi que cette espèce, malgré tout, elle propage des virus, c'est-à-dire, comme on le sait, la zoonotique, enfin tout ce qui concerne les virus animaliers, c'est présent. La Covid en a rajouté un peu, mais c'est naturel en soi. Nous-mêmes, on est vecteur de Covid, de vecteur de maladie pour les animaux et les espèces qu'on côtoie. Donc voilà, c'est un peu du donnant-donnant, et la bactérie, c'est la winneuse, au final, ou le virus plutôt. Mais voilà, il propage la peste porcine africaine, et ça aussi, ça cause des dégâts, entre guillemets, sur tout ce qui est élevage de porcs, qui eux aussi subissent des pertes, et donc vu que ça subit des pertes, la société, l'industrie du porc se retrouve à crier un peu « Oh non, je perds des porcs » et c'est problématique. Et aussi, il y a certains cas où la peste porcine ne nous concerne pas, mais il y a l'hépatite qui propage, qui peut être aussi des dégâts pour nous. Alors, il y a quelques cas mortels, mais l'OMS a quand même mis en place, je crois que c'est l'OMS, hein. Là, je mettrai un warning, je mettrai une correction si je me trompe, qui a mis en place justement un système pour dire attention, ça c'est dangereux, l'hépatite, donc c'est mortel, l'hépatite, donc ça peut être dangereux, donc il faut faire attention. Donc c'est pour ça que c'est important de structurer l'espèce et donc parfois peut-être de la réguler. C'est un grand questionnement aujourd'hui parce que
oui, ok, elle occasionne ces dégâts-là, oui, elle va fouisser, oui, elle va détruire, mais en même temps, l'humain, d'une part, n'y est pas pour rien. On a grandement augmenté les axes routiers, on a énormément créé de villes, on continue de s'étendre, on est quand même 8 milliards sur Terre. Nous, voilà, il y a des menaces on mène des comptages pour essayer de savoir combien il y a de sangliers en France. Je pense qu'il n'y en a pas autant que de Français. Et donc parfois, ce déséquilibre revient à se poser les bonnes questions. Surtout que derrière le sanglier, là j'ai cité les points négatifs, mais vous sortir le schéma que j'utilise en ce moment, euh, c'est clairement aussi une espèce qui, en dehors d'avoir ses dégâts voitures, agricoles, euh, peste, quelques petits dégâts aussi peut-être sur son environnement, il a aussi des aspects bénéfiques. En effet, c'est une espèce qui est nommée espèce ingénieure. C'est-à-dire qu'elle modifie son environnement, elle a tendance à retourner la terre, ce qui fait que ça permet de renouveler justement tous les petits microbes dans la terre, d'ouvrir des opportunités de nourriture pour les autres espèces. Et aussi, il a aussi un certain apport donc, à créer de nouveaux environnements. Donc, il apporte aussi à son environnement une certaine stabilité. Et aujourd'hui, et ça ce ne sont pas que mes mots, ce n'est pas une espèce qui est considérée en surpopulation dans son milieu. Une espèce en surpopulation dans son milieu, elle détruirait son milieu. Ce qui a été le cas pour certaines raies boa, une fois que le requin a disparu, dans certains milieux. Ce qui n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui de destruction du milieu. Il s'étend et il va aussi dans les villes, où là je pourrais terminer là-dessus. Sa présence apparaît en ville, dans certaines villes, vous avez sûrement pu le voir sur les réseaux sociaux, de ce sanglier qui mange des petits marcassins, qui mange dans les poubelles, qui mange même le sac plastique des poubelles. C'est ce genre d'image je suis là, mais oui, ok, d'accord, on en est à ce niveau-là et il faudrait peut-être se réveiller. Mais du moins, on a une espèce qui rentre sur nos, entre guillemets, terres, mais parce qu'on a aussi réduit sa terre, et qui maintenant va juste aller chercher l'opportunité de se nourrir. Et c'est juste là où j'amène ce questionnement de qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour amener une solution de coexistence à chacun. Ça, c'est la grande question. Bien, sur ce, elle sera beaucoup plus longue que les deux autres premières vidéos. C'est pas une infodump, c'est vraiment une vidéo sur l'espèce que je tenais à faire et qu'il y en aura d'autres. Alors, comme je vous l'ai dit, soit les prochains sujets qui arriveront seront sur le changement sexuel chez les animaux, c'est-à-dire le changement de sexe chez les animaux, ou, encore une fois, si vous avez des propositions, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, ça me va très bien. Si vous avez des idées, je les prends, mais comme on m'offre je sais pas, un Ben Nuts, ou n'importe quoi d'autre à manger, je prends, parce que moi, ça me fait des sujets, ça me permet aussi de vous avancer et de vous renseigner. Moi, sur ce, je termine cette vidéo en vous disant juste de prendre soin de vous et de faire attention à vous. Vous êtes des humains. Et de faire aussi attention à votre environnement. Voilà. Allez, des bisous.